Née dans la plus puissante dynastie d'Amérique, Cornelia Vanderbilt, l'une des femmes les plus riches du monde, devait mener une vie attendue. Elle l'a fait un temps, puis dans les années 1930, elle a déménagé en Europe. Divorcée, teint ses cheveux en rose et s'est réinventée sous un autre nom. Ses actions ont choqué la haute société. Pourquoi a-t-elle agi ainsi et qu'est-elle devenue? Cornelia Stuyvesant Vanderbilt est née au domaine Biltmore, Caroline du Nord, le 22 août 1900. Son origine familiale a presque entièrement façonné sa vie. Son père était le grandement nommé George Washington Vanderbilt, deuxième. Contrairement à ce que son nom suggère, George n'était pas parent du premier président des États-Unis, mais fils de William Henry Vanderbilt. William Henry était le fils de Cornelius Vanderbilt, surnommé le Commodore dans l'Amérique du XIXe siècle. Cornelius avait accumulé une grande fortune avant sa mort en 1877. Tout d'abord, il avait monopolisé le transport maritime dans la région des Trois États et le long de la côte Est des États-Unis pendant le boom des bateaux à vapeur entre les années 1830 et 1850, puis il s'était diversifié dans les chemins de fer. Cornelia n'a jamais connu son arrière-grand-père ni son grand-père. Guillaume Henry est mort en 1885, laissant une fortune de 200 millions de dollars, soit des milliards aujourd'hui. La majeure partie de la succession est revenue à deux oncles aînés de Cornelia, mais son père avait hérité de quelques millions. Il a gagné plus d'argent au fil des années grâce aux décès familiaux et à la maturation des fonds en fiducie. Ainsi, Cornelia est née dans une famille extrêmement riche et elle pourrait vivre comme elle l'entendrait plus tard dans sa vie. Sa mère était Edith Stuyvesant Gerry, issue d'une famille politique influente de la côte Est. Elle a épousé le père de Cornelia en 1898. Cornelia était leur unique enfant, ce qui signifiait qu'elle hériterait de l'intégralité de leur fortune dans les années à venir. Avec l'immense maison et le domaine que George avait construit à Biltmore, avant de nous pencher davantage sur la vie excentrique de Cornelia, revenons un peu en arrière pour examiner le domaine de Biltmore lui-même. Le père de Cornelia avait construit cette maison avant même d'épouser Edith. Sa mère l'avait attirée en Caroline du Nord rurale. Après la mort de William Henry en 1885, elle a passé plus de temps hors de New York. La Caroline du Nord était alors prisée des New-Yorkais, fuyant Manhattan. George aimait la Caroline du Nord et, dans sa vingtaine, a acheté un grand domaine pour y construire sa maison. Sur ce domaine, il voulait rivaliser avec ses frères, qui avaient bâti de grandes maisons à New York et dans le Rhode Island. Les travaux ont commencé sur le domaine Biltmore à la fin des années 1880, après que George ait acheté 125 000 acres de terrain. Conçu par l'architecte du XIXe siècle Richard Morris Hunt, près de 1000 ouvriers ont travaillé à sa construction. Construit dans le style d'un château de la Renaissance française, son architecture s'inspire de plusieurs châteaux de la vallée de la Loire. En particulier le château de Blois, un château historique du centre de la France qui a autrefois servi de résidence aux comtes de Blois et à plusieurs rois de France. La maison avait 4 étages, un sous-sol et un second sous-sol. Il y avait environ 250 pièces à la maison Biltmore, dont 35 chambres et plus de 40 salles de bain. Des quartiers pour de nombreux employés, une salle de banquet, de musique, une grande bibliothèque, d'immenses cuisines, buanderies, une salle de billard et même une piscine. Achevé en 1895, cette caractéristique rare des années 1890 a été nommée d'après de Balt, ville d'origine des Vanderbilt, aux Pays-Bas. Cette immense maison était le monde dans lequel Cornelia a grandi en tant qu'enfant unique. En franchissant ses portes, elle pouvait errer des kilomètres sans sortir. Le vaste domaine, à l'époque comme aujourd'hui, demeure la plus grande résidence privée des États-Unis. Zunich. Malgré toute sa grandeur, c'était un endroit étrange pour être un enfant. Sans frères ni sœurs, rares égaux, et une vie surtout marquée par la présence d'adultes attentionnés et du personnel de maison. Une éducation qui ne pouvait que laisser sa marque. Cornelia est devenue excentrique avec le temps et a quitté le manoir de son enfance. Comme nous allons bientôt le voir, Cornelia a grandi à Biltmore et a reçu une éducation privée dans ses premières années. Fille unique, elle était entourée du personnel et des visiteurs. L'été et pendant les vacances,
d'autres membres de la famille Vanderbilt visitaient le domaine. À l'adolescence, elle a intégré l'école Madeira. C'était une école préparatoire et pensionnat privé d'élite pour filles en Virginie, fondée quelques années auparavant. Là-bas, elle a fait de nouvelles expériences avec des filles de son âge, bien que Cornelia était déjà réputée excentrique. Cornelia et ses parents ont frôlé la catastrophe. En 1912, en vacances en Angleterre, ils devaient rentrer chez eux à bord du Titanic, le paquebot réputé insubmersible qui a coulé lors de son voyage inaugural vers New York. Le père de Cornelia a choisi de leur réserver un autre bateau pour rentrer une semaine plus tôt. Il est probable qu'il ait fait cela à cause d'une grève prévue des mineurs de charbon qui faisait craindre que le Titanic et d'autres paquebots transatlantiques restent bloqués au port pendant des semaines. S'ils n'avaient pas changé leur plan, Cornelia et ses parents auraient pu finir parmi les victimes de la catastrophe maritime la plus célèbre de l'histoire. George Washington Vanderbilt, deuxième, n'a cependant pas survécu bien longtemps après le Titanic. Le père de Cornelia est mort en mars 1914 à 51 ans à la suite de complications d'une opération de l'appendicite ayant causé un caillot dans ses poumons. George a légué 50 millions de dollars dont Biltmore. Une grande partie de cet héritage a d'abord été transférée à Edith, qui s'est remariée dans les années 1920 et a quitté Biltmore. Cornelia recevait une allocation pendant son adolescence, mais elle devait commencer à toucher 2 millions de dollars par an à partir de 1921 et elle devait également hériter de Biltmore. Au début des années 1920, Cornelia était sur le point de rejoindre les femmes les plus riches du monde, sa fortune étant considérable. Peu de ses contemporains, hommes ou femmes, pouvaient rivaliser avec elle. Cornelia a étudié environ 1 an à l'Université de Caroline du Nord après Madeira, sans obtenir de diplôme. Au début des années 1920, elle rencontre et épouse son premier mari, John Francis Amherst Cecil, de 10 ans son aîné et issu d'une grande famille politique et aristocratique anglaise. Il fut premier secrétaire de l'ambassade britannique à Washington DC, dans les années 1920. Ainsi, il a rencontré et épousé Cornelia en avril 1924. Leur mariage à Biltmore fut grandiose, réunissant des milliers d'invités et de personnel. À l'époque, Cornelia avait 23 ans et John 33. Un peu plus d'1 an après, à 25 ans, Cornelia a reçu tout l'héritage de son père. C'était 5 millions de dollars, soit presque 100 millions aujourd'hui. Jusqu'à présent, la vie de Cornelia était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre de la part d'une riche héritière. Elle a eu une excellente éducation, sans décrocher de diplôme. Elle a épousé un homme riche de sa classe, s'est investie dans la philanthropie et est vite devenue maîtresse du domaine de Biltmore. Elle a eu 2 fils avec son mari, George 1925 et Guillaume 1928. Le couple vivait confortablement à Biltmore. En 1930, durant la Grande Dépression, ils ont ouvert une partie de la maison au public pour gagner plus d'argent. Une décision inédite qui a préservé la plus grande demeure des États-Unis, devenue ensuite monument historique national. À mesure que les enfants grandissaient, l'excentricité de Cornelia devenait plus évidente. En 1932, Cornelia trouva la vie à Biltmore ennuyeuse et insatisfaisante, alors que ses fils avaient 7 et 4 ans. Elle partit soudainement à New York pour intégrer une école d'art. C'était une décision très rare à l'époque. Cornelia aurait pu quitter Biltmore car elle se sentait étouffée par la vie là-bas. Elle avait géré le domaine elle-même pendant un certain temps au début des années 1920, mais après avoir épousé son mari, il a pris la gestion de Biltmore, ce qui l'a laissé à ne rien faire de ses journées. Cornelia n'avait aucun intérêt à être une femme au foyer discrète, même riche, et elle a décidé de se construire une vie indépendante à New York. Cornelia n'est restée que quelques mois à New York avant de partir s'installer à Paris. Elle ne retournera jamais aux États-Unis, même pas pour les funérailles de sa mère en 1958. Cornelia a décidé d'en finir avec son mari. Elle divorce de Cécile en 1934, peu après son arrivée en Europe. Étrangement, il est resté à Biltmore et a géré le domaine après son divorce avec Cornelia. Plus étrange encore, elle adopta le nom Neelcher et se teignit les cheveux en rose.
Cela reflétait sa foi croissante en la numérologie et le mysticisme. Et à la fois la couleur de ses cheveux et son nom étaient en des reflets de son aura de couleur présumée. Plus tard, elle s'est teint les cheveux en bleu et portait souvent des vêtements colorés, selon son aura et la saison. Ses enfants ont été éduqués en Grande-Bretagne et en Suisse, ce qui permettait à Cornelia de les voir souvent en Europe. Pendant les vacances, ils retournaient à Biltmore voir leur père, menant ainsi une vie transatlantique. Tous deux ont servi dans la Royal Navy britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Une conséquence indirecte de l'aventure de Cornelia ? Cornelia est célèbre pour sa vie amoureuse complexe en Europe. À Paris, elle a commencé une relation avec l'artiste suisse Guy Baer. Plus tard, à l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, elle a traversé la Manche et adopté la Grande-Bretagne comme patrie. Ses deux fils ont à peine survécu au conflit. En 1943, ils furent envoyés de Suisse, via la France de Vichy et l'Espagne, jusqu'au Portugal. Ainsi, ils prenaient l'avion à Lisbonne pour rejoindre leur mère en Angleterre. Cependant, l'acteur Leslie Howard, célèbre pour Autant en emporte le vent, les a soudainement retirés du vol qu'ils devaient reprendre. Cet avion a ensuite été abattu par les nazis au-dessus du golfe de Gascogne, tuant tous ses passagers. George et William ont donc voyagé à bord d'un autre avion et sont arrivés sains et saufs en Angleterre. Un incroyable hasard évoque l'expérience de Cornelia, qui a failli embarquer sur le Titanic en 1912. Encore une fois, la catastrophe avait épargné sa famille de justesse. Après la guerre, elle a épousé le capitaine Vivian Francis Bulkeley Johnson en 1949. Héros de guerre décoré pendant la Première Guerre mondiale, il a ensuite mené une brillante carrière bancaire à Londres. Le second mariage de Cornelia était très différent du premier. Elle et Vivian se sont mariées à la mairie de Kensington, Londres. Elle a choisi le nom de Mary pour son second mariage. La raison n'est pas totalement claire, bien que certains aient suggéré que c'était pour garder sa vie aussi privée que possible. Ce mariage paraissait plus heureux que le premier. Au moins Cornelia ni le cher, Marie n'a pas fui à l'étranger en bateau. Elle est restée avec Vivien, leur mariage durant jusqu'à sa mort en 1968, constituant le chapitre le plus long et paisible de sa vie peu conventionnelle. Cornelia et Vivien vivaient entre une grande maison à Londres et un domaine qu'elle avait acheté dans la région des Cotswolds, dans l'Oxfordshire, appelé The Mount. Leurs habitudes de collectionneurs excentriques n'étaient possibles que grâce à la grande fortune de Cornelia. Par exemple, la maison était décorée d'une collection grandissante de vases chinois historiques. Les vases ont ensuite été donnés au Victoria and Albert Museum à Londres. Après la mort de son mari en 1968, Cornelia s'est davantage intéressée à l'art-thérapie. Elle s'est liée d'amitié avec Edward Adamson, un grand défenseur de cette thérapie. Elle a rencontré William Godser lors d'un dîner un soir à Londres. Il était leur serveur ce soir-là, ayant 26 ans de moins que Cornelia. En 1972, elle l'a épousé à 72 ans, lui en avait 46. Ils ont mené une vie paisible ensemble chez elle à The Mount. Ce troisième mariage serait le dernier. Cornelia est morte le 7 février 1976 à 75 ans, un peu plus de 3 ans plus tard. Alors qu'un grand nombre de membres de sa grande famille élargie Vanderbilt ont été inhumés dans le caveau familial à Staten Island, de retour en Amérique, Cornelia a de nouveau rompu avec la tradition. Après sa mort dans l'Oxfordshire, elle a été incinérée et ses cendres déposées dans une église proche de chez elle. Des années plus tard, après la mort de son mari plus jeune, William Godser, en 1984, ses restes furent réunis aux siens et enterrés ensemble à Orkney, Écosse. Elle avait rompu avec la famille Vanderbilt et choisi la discrétion pour la seconde moitié de sa vie, ce qui était une fin appropriée. Les raisons de son choix de vie demeurent à ce jour un mystère. Son mariage avec Cécile, décédée en 1954 et enterrée près de Baltimore, était clairement malheureux. Elle avait assez d'argent pour rompre avec les conventions et suivre sa voie. Cornelia a eu une vie étrange, il est donc logique qu'une histoire singulière soit apparue récemment à son propos. Croyez-le ou non, un morceau de son gâteau de mariage est encore exposé aujourd'hui au domaine Biltmore. Maintenant, vous pourriez vous demander comment un morceau de gâteau a pu survivre pendant un siècle.
Ce serait une question raisonnable. La réponse sur on sait que le gâteau de mariage de Cornelia, lorsqu'elle a épousé Cécile en 1924, était un gâteau aux fruits. Cela comprend de l'alcool, tel que le whisky, qui aide à conserver le gâteau. Le gâteau aux fruits moyens est souvent cuit plusieurs semaines avant consommation. Un morceau de gâteau a été oublié dans une boîte en fer rangée dans une malle. Retrouvé vers 2015, il ressemblait à du fromage sans en être, et contrairement à d'autres aliments, il n'avait pas disparu après près de 90 ans selon une enquête. C'était un morceau du gâteau de mariage et il est exposé aujourd'hui à Biltmore, un témoignage approprié de la vie d'une femme excentrique. Après le décès de son premier mari en 1954, les fils de Cornelia ont repris la gestion du domaine de Biltmore, que Georges et Guillaume ont transformé en musée historique. Ils ont œuvré à stabiliser et développer l'entreprise pour la rendre rentable et autonome. Finalement, en 1963, le domaine a été désigné comme monument historique national grâce à Georges et Guillaume. Cornelia avait 8 petits-enfants, et aujourd'hui, certains de ses descendants gèrent le domaine, qui reste une attraction touristique majeure en Caroline du Nord, avec environ 1,4 million de visiteurs chaque année. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Cornelia Vanderbilt. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des suggestions, faites-le moi savoir également dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés et que les notifications sont activées pour recevoir toutes mes vidéos dès leur sortie. C'est tout pour moi. À bientôt dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.